Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always, always, always. Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un podcast vraiment en profondeur pour creuser un sujet, mais avant qu'on s'y mette, je voulais simplement vous indiquer que je venais de recevoir, je viens de recevoir mon exemplaire de l'anthologie. Anthologie Rivers, 20 ans de basketball, 20 ans de Rivers. Si vous l'aviez précommandé et que vous habitez en France, vous avez dû normalement le recevoir ou au moins recevoir un message de la part de DPD vous expliquant comment caler la livraison. Si vous êtes en dehors de France, vous inquiétez pas, c'est parti aussi. C'est en chemin, vous ne devriez pas tarder à le recevoir. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore commandé, il est toujours temps. Ça se passe sur basketsession.com exclusivement. Et juste pour vous rappeler ce que c'est, comme ce sont nos 20 ans, 2005-2025, on a décidé de compiler certains des meilleurs articles qu'on avait pu publier dans Rivers version magazine et aussi dans quelques numéros du début des premiers numéros du MOOC. Et ça permet de faire un petit panorama, de voir l'évolution du basket en 20 ans avec des acteurs qui sont passés, qui sont partis, d'autres qui n'arrêtent pas d'être là, comme LeBron qui finalement a fait tout le run de Rivers et même plus. Tout ça, vous pouvez découvrir ça sur Basket Session. Et on va pouvoir se lancer dans le sujet du jour. Je suis rejoint par Antoine, puisque Shai, une fois toutes les décennies à peu près, il prend des vacances, donc il n'est pas là cette semaine. On va pouvoir parler en détail avec Antoine. Si parfois vous avez l'impression que l'image d'Antoine se dégrade, pas d'inquiétude, c'est juste la connexion 5G, parce que vous savez que c'est un nomade lui aussi, donc vous inquiétez pas, en tout cas on va assurer le service minimum, comme on dit. Comment ça va, Antoine ? Ça va, ça va. C'est vrai que la dernière fois que Shai a pris des vacances, Rivers n'existait pas. Sachez-le. C'est ça. Il était en CM2. Et encore. Et encore, c'est vrai. Il a manqué un samedi parce qu'il partait le week-end. Exactement. Depuis, il charbonne. Ça va. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Alors, le sujet du jour, voilà, effectivement, c'est vrai qu'on a vu quelques commentaires qui nous avaient dit qu'après le titre du Thunder, on avait beaucoup parlé des Pacers, que c'était dommage qu'on ne parle pas du Thunder. Finalement, il faut dire qu'on avait prévu de faire un sujet vraiment spécial sur eux, de revenir en détail sur eux. Aujourd'hui, on va essayer de revenir un petit peu sur à la fois comment s'est construite l'équipe et tout ce qu'on peut attendre pour la suite de cette équipe qui a dominé la saison régulière de manière impressionnante et qui a eu un parcours en play-off pas si simple que ça aussi, au vu de sa jeunesse. Quand même 2 séries qui sont soldées en 7 manches. Pardon, ça n'a rien à voir, mais je voulais caser, je pensais que j'ai appris un truc quand même. Ça n'a rien à voir, je te préviens, attention Théo, je casse complètement ton conducteur. J'ai appris que Cam Spencer, c'est pas le mec des Warriors. C'est son frère. Le mec des Warriors, c'est pas de Spencer. Il y a 2 Spencer. Et là, mon existence est bouleversée. Donc, pardon, tu me parlais du Thunder, mais à partir de là, tu vois, je sais plus quoi penser, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce monde. Mais pardon, le Thunder, oui. Magnifique intro pour ce podcast qui va être tu vas très avoir focus, du mal je à le faire sens. ce podcast, tu préviens. Ça va être compliqué, ça. Si à un moment vous voyez plus Antoine, c'est que je l'aurais coupé du podcast tout simplement pour finir tout seul, vous inquiétez pas. Pardon. Pour commencer, je voudrais qu'on commence par le commencement. Tout d'abord, c'est quoi le Thunder ? Ça vient d'où le Thunder ? Parce que les plus jeunes d'entre vous s'en souviennent peut-être pas, mais avant d'être le Oklahoma City Thunder, cette franchise, c'était surtout les Seattle Supersonics, une équipe qui est restée à Seattle pendant 41 ans, qui a eu des grands moments, qui a été champion NBA, qui a été finaliste ensuite face aux Bulls de Jordan en 96. Donc une équipe qui avait une riche histoire et finalement qui s'est retrouvée à Oklahoma City, j'allais dire un peu par hasard, pas tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une vente de la franchise en 2006. C'était le propriétaire dont je ne retrouve pas du tout le nom bien sûr, qui était Howard Schultz. Ouais, voilà, celui d'avant, je ne l'avais pas. Voilà, Howard Schultz, qui était aussi le propriétaire de la franchise des Starbucks, qui a fini par revendre la franchise à Clay Bennett. Effectivement, Clay Bennett s'était engagé à ce que l'équipe reste à Seattle, sachant qu'il y avait une guerre entre la NBA et Seattle. La NBA demandait à ce que les Sonics rénovent leur salle ou construisent une nouvelle salle pour remplacer la Key Arena.
Ça prenait du temps et au bout du compte, Clay Bennett a profité de tout ça pour faire bouger la franchise, l'envoyer à Oklahoma City, une ville qui n'était pas tout à fait, qui connaissait un petit peu la NBA parce qu'ils avaient accueilli les New Orleans Hornets suite au drame, au drame de l'ouragan Katrina qui avait dévasté la ville. Donc voilà comment les anciens Seattle Supersonics qui ont une fanbase énorme, hein. Nous on s'en rend peut-être pas compte ici en France, mais c'est une fanbase qui s'est toujours pas remise du fait d'avoir perdu cette franchise, qui appelle de ses voeux le fait de récupérer une franchise NBA par le biais d'une expansion. C'est comme ça qu'est né le Oklahoma City Thunder. Et ceux qui sont de notre génération se rappelleront même peut-être d'avoir vu Kevin Durant porter le maillot des Sonics, puisqu'il a fait une saison là-bas avant que la franchise change de paysage. Ouais, il a commencé sa carrière à Seattle et Russell Westbrook a été drafté avec une casquette des Sonics sur la tête. Le déménagement n'était pas encore effectif, même si lui, pour le coup, n'a jamais joué à Seattle. Seattle qui, tu l'as dit, va récupérer une franchise. Je pense que ça va... D'ailleurs, ça va être un énorme coup marketing, parce que quand les Sonics vont revenir, ça va faire tout l'aspect nostalgie plus leur fanbase. Mais oui, le Thunder qui a son histoire à part entière et qui, pour un petit marché, a une sacrée histoire déjà. C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de fans ne pourraient pas dire on fait juste le chemin inverse. Le Thunder disparaît et ça redevient les Sonics. Tu vois, là, je pense qu'il y a au moins 8 franchises que je fais déménager à Seattle avant de dire le Thunder, tu vois. C'est devenu une franchise iconique, c'est un gros mot pour une franchise qui est là que depuis 2008. Oui, 2008. Ouais. Mais pas loin, on est sur une franchise qui démarre très fort, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai, parce que ce qui est intéressant avec cette équipe, il y a plusieurs choses là par rapport à ce que tu dis. Moi, je trouve ça insupportable de me dire que si maintenant il y a une expansion et qu'il y a une nouvelle franchise qui est née et qui est donnée à Seattle, ils vont repartir de zéro, que ça va se réappeler les Seattle Supersonics, mais au bout du compte, ce ne sera pas la même franchise. Ils récupèrent leur palmarès, je crois. Je te le dis. Ouais, ils récupèrent, je crois, les logos. Je crois que la ville de Seattle... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les logos et couleurs, noms, tout ça appartiennent à la ville de Seattle. Le palmarès, je crois que c'est différent, parce que le gros bordel, c'est entre les Hornets, les Pelicans, on n'y voit pas clair du tout, tu vois. Mais je me demande si pour Seattle, il n'y a pas un truc particulier. Les logos couleurs sur le palmarès, pardon, je t'ai coupé, le palmarès peut-être aussi. Je crois qu'ils récupèrent leur bannière de 79, tout ça. Ça serait la logique, quoi. Mais c'est toujours un peu compliqué. C'est comme quand tu regardes la franchise actuelle qui s'appelle les Charlotte Hornets, qui sont pas les Charlotte Hornets, en fait, qui sont au bout du compte les Bobcats. Voilà, exactement. Alors que ceux qui étaient les Charlotte Hornets sont maintenant à la Nouvelle-Orléans. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué pour nous. Mais ceci étant dit, tu as raison de noter ce qui est intéressant avec cette équipe d'Oklahoma, c'est qu'elle a su se créer une personnalité et une histoire, parce qu'en fait, il y a eu au moins, j'ai envie de dire, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais 3 itérations de cette équipe du Thunder qui ont eu du succès. Il y a eu le Thunder avec Kevin Durant, Russell Westbrook, Serge Ibaka, James Harden, qui sont allés en finale NBA face à Miami en 2012. Après, il y a eu la version sans Kevin Durant, avec Paul George, avec Steven Adams, toujours Russell Westbrook, qui était aussi une équipe intéressante et performante. Et puis la dernière version qu'on connaît maintenant, qui est championne NBA, avec Shai Gilgeous-Alexander. Mais si tu es fan du Thunder, effectivement, tu peux te dire que c'est une équipe qui finalement a une histoire plutôt riche déjà. Bah ouais, ils ont quasiment jamais manqué les playoffs en fait depuis le moment où ça a commencé à y aller. On aurait même presque pu dire 4, je chipote, mais tu sais, faire une coupure entre l'avant et l'après James Harden au sein même du duo. C'est-à-dire qu'il y a 3 équipes. Il y a des grand 1, Kevin Durant, Russell Westbrook, et à l'intérieur de ce grand 1, tu as petit A avec James Harden, petit B sans James Harden, quoi. Mais c'est une équipe qui est allée régulièrement en playoff, qui a su construire plusieurs équipes compétitives. Et je trouve ça d'ailleurs, pour aller sur le titre là, c'est très ironique et très beau à la fois que le Thunder ait finalement gagné son premier titre sans Kevin Durant, sans Russell Westbrook. Ironique, notamment pour les gens comme moi qui ont adoré cette équipe du Thunder avec Westbrook et Durant. Et beau pour le groupe actuel, parce que ça en dit long en fait. Ils sont passés, pareil, on parle de la des équipes compétitives. Le Thunder a eu en son sein déjà 4 MVP en 17 ans, 4 MVP. C'est fou ça. Ouais, alors il y en a 3 qui ont été nommés sous le maillot du Thunder.
parce que James Harden, c'est après, c'est avec Houston. Mais 3 MVP du coup pour OKC et 4 joueurs qui ont été MVP qui ont joué pour OKC, c'est très fort. Ouais, qui sont tous partis pour être au Hall of Fame ou qui sont. Voilà, je pense que là, les 4 y seront. Alors, il y a un point commun quand même dans toute cette période-là, c'est quand même Sam Presti. Je pense qu'on peut peut-être parler de lui en premier, donc le GM de cette équipe, qui a été nommé General Manager en 2007, donc un an avant le déménagement. Lui aussi, il a connu les Seattle Supersonics avant que ça devienne OKC, qui était à l'époque l'un des plus jeunes GM de l'histoire, parce qu'il avait que 29 ans. Il avait que 29 ans au moment où il a été nommé General Manager. Et tu parlais du fait que cette équipe ait quasiment tout le temps connu les playoffs, ou à de rares exceptions. Il y a eu quand même un moment, il y a eu un peu 2 périodes, quoi. Voilà, après le trade de... le trade de Westbrook. Ouais, voilà, exactement. C'est 2019, la purge. C'est quand 2019, quand Shea arrive, c'est les premières années. Et encore, même pas la première année, pardon. C'est après le départ de Chris Paul. Ils font les playoffs quand même. Ouais, c'est après le départ de Chris Paul, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Donc Sam Presti qui a vraiment construit cet édifice, qui avait déjà construit une équipe qui avait été en finale NBA avec, on peut peut-être en dire 2 mots, cette équipe avec KD, avec Russell Westbrook, avec Serge Ibaka. Ce qui était assez incroyable, c'est que, tu vois, en regardant ces finales NBA, les finales se sont terminées et j'avais vraiment le sentiment que cette équipe avait été trop jeune pour se rendre compte de l'urgence du moment, en fait. Et qu'il y a des tas de matchs, tu vois, j'ai pas revu les matchs de cette série, mais je me rappelle que mon sentiment dans l'instant, c'était de me dire, mais il y a plein de matchs, il y a des matchs que cette équipe du Thunder aurait dû aller gagner, et j'avais vraiment le sentiment que cette équipe du Heat qui sortait tout juste de la gifle monumentale un an auparavant, c'est la défaite face aux Mavs. Ce qui a fait la différence, c'était pas tant le talent sur le terrain, mais vraiment la maturité qui avait permis au Heat de saisir que c'était maintenant ou jamais et qu'il fallait vraiment prendre ces matchs-là. Parce que cette équipe-là, elle était extrêmement jeune, mais elle était déjà... à l'époque, en 2012, on se disait, là, on va en prendre pour 10 ans, en fait, de cette équipe. Kevin Durant s'est exprimé il n'y a pas longtemps, il a dit que le Thunder n'était pas prêt, le Thunder en tant que franchise, donc tout ce qui se passe dans l'organigramme, etc., pour avoir aussi vite une équipe compétitive. Alors, c'est pas tout à fait ce que tu dis. Toi, tu parles des joueurs sur le terrain, mais il y a peut-être un prolongement, tu vois. La franchise pas prête, l'équipe pas prête. Lui, alors, je me souviens pas dans le détail de s'il expliquait ou non pourquoi et dans quelle mesure, mais que c'est vrai que c'est une franchise. Après son déménagement, elle est en mode reconstruction par la draft. Sauf qu'à la draft, tu prends, et c'est Sam Presti, Kevin Durant avec Seattle, puis Russell Westbrook, puis James Harden, coup sur coup, 2007, 2008, 2009, ces gars-là passent un cap, et d'un coup, tu as 3 superstars, ou 3 stars, on va dire, ou 2 superstars en puissance, et encore Westbrook est peut-être pas encore une superstar, mais bref, tu as vraiment plus Ibaka, plus tous les autres joueurs, tu as un effectif qui d'un coup est compétitif, sans que tu sois préparé à l'être, et je pense que ça a joué sur beaucoup de choses. Je sais que je dérive un peu de ce dont tu parlais, de cette finale. C'est l'ironie, c'est qu'effectivement, on s'est dit, il y a une dynastie en puissance, il y a souvent des « et si » sur le Thunder. Ah, et si James Harden était resté, est-ce qu'on aurait eu la dynastie la plus folle de l'histoire? Et au bout du compte, pas de titre, comme je disais tout à l'heure, puis une seule finale disputée, c'est la seule, en 2012, c'est la seule finale. Ils sont passés à côté. C'est vrai que je répète, leur ascension, elle est fulgurante. Il y a une année, c'est 2011. Je crois que c'est 2011 ou 2010 où ils perdent contre les Lakers au premier tour des playoffs. Là, je pense que c'est 2010 où ils perdent au premier tour des playoffs contre les Lakers. Je pense qu'ils perdent contre les Lakers, futurs champions. Et je me demande s'ils perdent pas ça, parce que 2011, les Lakers sont sortis par les Mavs. Donc c'est 2010. Par les Mavs, exactement. Ouais. Ils perdent en 6 manches. Ils perdent 4-2 et ils sont tout jeunes. Harden, il est rookie. Westbrook, il est sophomore. Kevin Durant, il est 3e année. Et ils perdent contre les Lakers futurs champions en prenant 2 matchs aux Lakers de Kobe et Pogazol. Et il y avait le truc de ouf, attention, ça va faire mal et très bientôt. Et après, 2011, ils font un step de plus. Ils vont en demi-finale de conf, voire en finale. Non, ils vont en finale de conf. C'est eux qui perdent contre Dallas. Ils vont en finale de conf et après, ils vont en finale NBA. L'ascension a été fulgurante. Ça rappelle un peu le Thunder là, au final d'ailleurs. Mais tu as raison, parce qu'on a parlé de la jeunesse des joueurs, mais j'y reviens encore, il y avait la jeunesse du GM, Sam Presti qui était encore tout jeune. Tu avais Scott Brooks qui était tout jeune aussi comme coach, qui avait peu d'expérience en tant que head coach, et qui était... à l'époque, on avait vachement salué notamment ses qualités
j'ai envie de dire, d'entraîneur bien sûr, mais humaine aussi, de fédérer un groupe, avoir des jeunes joueurs, les emmener vers leur plein potentiel. Et effectivement, je pense qu'il y avait tout ça à jouer contre OKC. Ce qui était intéressant aussi d'apprendre, c'était que finalement, James Harden est parti parce que le Thunder voulait pas payer la luxury tax à l'époque. Et il y avait un petit doute quand même sur on savait qu'il y avait énormément de talent en James Harden, mais je pense que personne, et franchement, je mettrais ma main à couper, même Daryl Morey, imaginait quand même pas la supernova que James Harden allait devenir. Et ce qui est assez intéressant, c'est récemment dans une interview, alors je sais plus si c'est... c'était un joueur du Thunder de l'époque, mais je sais plus si c'est Kendrick Perkins ou Jeff Green qui racontait que pendant à l'été 2012, donc après la finale perdue, James Harden était de l'équipe olympique, Team USA à Londres avec Westbrook, avec Kevin Durant, etc. Et qu'il y avait pas mal d'autres joueurs, d'autres équipes qui lui avaient, alors je vais pas dire monter la tête, mais qui lui avaient fait peut-être réaliser qui pouvait peut-être prétendre à plus qu'être la troisième roue du carrosse et un complément au Thunder. Et c'est ce qui fait que finalement, ça s'est fait même juste avant la reprise de la saison, en fait, son trade pour Houston. Et voilà, bon, c'est le jeu. Peut-être que Harden a pu s'étalonner aussi. Sur ses entraînements avec Team USA, c'est toujours intéressant. Tu es avec les mecs pendant 3 semaines, tu es à l'entraînement, tu dis, mais finalement, lui, il n'est pas beaucoup meilleur que moi, lui, il n'est pas beaucoup meilleur que moi. Tu te rends compte que tu peux poser un problème à pas mal de joueurs, alors que c'était quand même la très très grosse équipe en 2012 encore. Tout ça, ça a joué. Et effectivement, dans l'instant, quand même, certains, notamment Zach Lowe, Bill Simmons, ça fait des années que j'en parle, avaient dit, mais c'est un truc de malade de récupérer aussi peu en retour pour James Harden. C'est quand même un mouvement qui a fait prendre un pas de recul au Thunder, mais il faut aussi savoir qu'il y a eu des blessures. Ça n'a pas été la seule chose qui s'est mise sur le chemin du Thunder. Je pense qu'il y a, dans les années suivantes, il y a eu des blessures de Russell Westbrook au genou, Kevin Durant aussi a été blessé. Même sans James Harden, je pense que cette équipe avait quand même trouvé le moyen de rester compétitive et aurait pu espérer refaire une finale NBA. Westbrook Durant, c'était un duo qui aurait dû gagner un titre. Bon, c'est comme ça. Hein. Juste pour Harden, oui, je pense que Morey, il n'imagine pas ce qu'il récupère. Et ce qui est marrant, c'est que Presti, plus tard, on en reviendra, mais il n'imaginait pas non plus ce qu'il récupérait avec Shai Gilgeous-Alexander. C'est-à-dire que ça a joué une fois en leur faveur quand même. Et oui, la contrepartie de mémoire, c'est quoi? C'est Steven Adams, Kevin Martin, Jeremy Lamb. Ouais, c'est ça. Ou Steven Adams, c'est un pick qui est devenu Steven Adams, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un pick qui est devenu Steven Adams. Il devait y avoir Kevin Martin. Et, bon. Là où le proprio avait... Je pense qu'il a pas vu venir quelque chose, quoi. Et ça rejoint peut-être ce que dit Kevin Durant sur la franchise n'était pas prête. Le fait, je veux pas payer la luxury tax. Et Sam Presti fait le calcul de plutôt garder Ibaka qu'Harden, parce qu'ils auraient pu garder Harden, hein, mais ça voulait dire ils auraient pu garder Harden et ne pas payer la luxury tax. Ils auraient pu offrir à Harden tout l'argent qu'ils voulaient et ne pas payer la luxury tax, mais pour ça, il fallait transférer Ibaka. Ils ont préféré garder Ibaka. Harden, il faut aussi savoir qu'il sort d'une finale pas folle, justement, contre Miami. Il fait pas des mauvais playoffs, mais il fait pas une très bonne finale. Lui était passé un peu à côté de cette finale contre le Heat. Donc bon, après, comme toi, je sais pas dans quelle mesure, qu'est-ce que ça aurait donné. Est-ce que Harden aurait pu se développer de la même manière en restant avec Westbrook et Durant? Il y avait déjà beaucoup de questions sur est-ce que Durant peut jouer avec Westbrook. Westbrook prend trop de tirs. Il y a eu tellement de débats comme ça pendant des années. Et c'est pour ça que, comme toi, moi, je pense que ça pouvait aller au bout, Westbrook-Durant. Vraiment. Des fois, il a manqué très, 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 très peu de choses. Ouais, et 2016, d'ailleurs, l'année où ça se termine, c'est l'apothéose, en fait. Ils mènent 3-1 contre les Warriors, ces mecs-là. C'est Eric qui me donne des cauchemars. Pardon. Non, je partage complètement ton avis. Et puis, il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, on ne savait pas non plus quel était le potentiel d'Ibaka. C'est un mec qui est sorti un petit peu de nulle part. Et on lui prêtait un autre potentiel aussi que celui qui a été le sien sur le reste de sa carrière. Donc, il y avait aussi toutes ces questions-là du côté du Thunder. Je voudrais accélérer un petit peu si tu es OK, Antoine. Donc après, il y a effectivement la série dont tu parles, la série dans laquelle le Thunder menait contre les Warriors, sont repris avec le fameux Game 6 Clay qui écœure toute une franchise et qui, en gros, qui pousse Kevin Durant derrière à rejoindre les Warriors. À ce moment-là, il faut savoir que Kevin Durant, c'est le... Ouais, je pense qu'on peut le dire, le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Le plus aimé, et quand il part, il y a un shift énorme
qui se fait, un peu comme quand LeBron a quitté Cleveland la première fois. L'équipe se recentre autour de Russell Westbrook, qui dans la foulée fait, si je ne me trompe pas, sa première saison en triple-double, ce qu'on n'imaginait pas possible. Encore à l'époque, on pensait que c'était vraiment quelque chose qu'on ne verrait plus jamais depuis Oscar Robertson. Donc la franchise se reconstruit autour de lui. Et il y a un coup quand même, finalement, cette équipe qu'on a vu soulever le trophée cette année, ça part quand même d'un coup de poker vraiment culotté de la part de Sam Presti, qui met en place un trade pour faire venir Paul George. Paul George qui n'a pas du tout choisi OKC. On sait déjà à l'époque qu'il aimerait bien aller à Los Angeles. Et à l'été 2017, donc, le Thunder passe un deal avec Indiana, qui envoie donc à Indiana Victor Oladipo et Domantas Sabonis pour faire venir Paul George. Paul George, à qui il reste une année de contrat seulement. Et donc à ce moment-là, tu peux te dire, mais ça se trouve, ils ont sacrifié quand même deux jeunes joueurs, Oladipo et Sabonis, pour un mec qui va faire 1 an et se barrer. Et en fait, ce pari, il était quand même culotté parce que toute l'année, même si ça se passe bien sur le terrain, on ne sait pas ce que va faire Paul George. Et finalement, Paul George, un peu à la surprise générale, quand même, décide de re-signer avec le Thunder au bout d'une année. Et moi, honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette équipe du Thunder. Je pense que c'est le meilleur Paul George que j'ai vu sur un terrain. C'était celui avec OKC, avec cette espèce de trio un peu improbable, Russell Westbrook, Paul George et Steven Adams, moi que j'aimais beaucoup. Je crois que tu allais dire Carmelo Anthony. J'avais oublié. Et Carmelo Anthony, c'est vrai. Non. Désolé, hein. Carmelo Anthony est un bien plus grand joueur que Steven Adams, mais Steven Adams est bien plus haut dans mon cœur que Carmelo Anthony. Désolé, c'est la réalité du cœur, ça. Mais je crois que tu aimais bien cette équipe aussi. Bien sûr. Le meilleur Paul George, je valide à... je sais pas, il est... Attends, je vais regarder. Il est 3e du vote pour le MVP en 2019, Paul George. Il est aussi dans la course pour le Depoy de mémoire, cette année-là. Et 3e du Depoy. Non, mais là, cette saison 2018-2019, c'est Paul George Prime, c'est exceptionnel. C'est le vrai Paul George superstar. C'était déjà une superstar à Indiana, quand même. Ils font des belles campagnes de playoffs. Il y a un vrai côté, je joue un peu les yeux dans les yeux avec LeBron. Il y avait déjà quelque chose, c'est Paul George, et ça s'est magnifié à Oklahoma City. C'est vrai qu'après, il est rentré dans ce moule de deuxième option en jouant avec Kawhi, puis... voilà, et puis là maintenant aujourd'hui c'est encore autre chose, mais Paul George à OKC c'est l'un des 8 meilleurs joueurs de la ligue, il est extraordinaire et cette équipe était très belle. Moi j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour Russell Westbrook, j'aimais beaucoup son duo avec Kevin Durant et c'est très fort quand même de la part du Thunder d'avoir su rebondir. Tu perds Kevin Durant, normalement tu peux tomber dans les abîmes complets, et non, 2 ans après tu te retrouves avec une équipe qui aligne Paul George, Russell Westbrook, Steven Adams, Carmelo Anthony, était encore compétitif, était encore des raisons d'y croire, était encore des raisons de kiffer, était encore des stars à aduler. Et encore une fois, c'est un petit marché. Tu te dis, mais autant de superstars passés dans un petit marché, c'est fort. Et tout ça, c'est souvent l'œuvre de Presti, d'ailleurs. Ben oui, c'est ça. Et donc, alors, ce qu'on imagine maintenant, c'est qu'au moment quand même où Paul George re-signe avec le Thunder, je pense quand même qu'il y avait eu une poignée de main entre lui et Presti sur le mode, écoute, je re-signe, mais si ça se passe pas bien, laissez-moi partir. En gros, je pense quand même que c'est ce qui s'est dit parce que finalement, quand Kawhi Leonard, donc champion NBA avec Toronto en 2019, choisit les Clippers à la condition que Paul George soit du voyage, il y a ce fameux coup de téléphone. Moi, je veux un documentaire sur Kawhi Leonard qui décroche son téléphone pour appeler un autre être humain. Rien que ça, ça me semblait de la science-fiction. Mais je voudrais qu'on me raconte le comment, où ça s'est passé, s'il était chez lui ou s'il était en train de faire ses courses. Je veux tout savoir sur ce coup de téléphone de Kawhi Leonard à Paul George. Bref, Paul George qui demande son trade. Et là, en fait, le coup de génie, je pense, de Sam Presti, et je l'avais vu en interview, tu sais, il parlait de comment il constituait son staff et la franchise. Et il avait une phrase, moi, qui m'avait marqué. Il avait dit, nous, notre philosophie, c'est d'être dans la résolution de problèmes. En gros, on ne cherche pas des gens qui vont dire, ouais, c'est un problème. S'il y a un problème qui surgit, pas des gens qui vont être là à se dire, ah, mais c'est catastrophique, comment on va faire, maintenant on peut plus faire ci, on peut plus faire ça. Ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui vont tout de suite trouver des solutions pour accélérer, et je pense que c'est pas du bluff, parce qu'en fait, au moment où Paul George demande son trade, dans la foulée, bien entendu, on peut s'y attendre, Russell Westbrook demande aussi son trade, et en fait, le Thunder a pas du tout freiné des cas de fer. Au contraire, ils sont passés en mode proactif. Qu'est-ce qu'on peut récupérer en échange? Et là, j'ai le détail quand même du trade de Paul George.
qui est à la base les 2 trades de Paul George sont à la base du titre du Thunder de cette année. Donc, la contrepartie pour Paul George, qui est envoyé aux Clippers. Les Clippers ont envoyé Shai Gilgeous-Alexander. Donc, joueur talentueux. On se dit, il peut défendre, il peut mettre en place, ça a l'air d'être un bon score. Jamais de la vie, on imagine qu'il réalisera un jour le type de saison qu'il a signé aujourd'hui. Danilo Gallinari, qui finalement a été tradé plus tard contre du cash à un second tour. Un premier choix de draft de 2021, qui est devenu Treman. Un premier tour de draft 2022, qui est devenu Jalen Williams. Un premier tour de draft 2024. Premier tour de draft 2026. Et un droit de swap en 2025. Donc ça, c'est ce qu'a récupéré Sam Presti en échange de Paul George. Et en fait, c'est un coup de maître incroyable. Bah ouais. T'as celui de Westbrook juste sous les yeux, je veux bien savoir aussi si tu l'as. Je vais te le retrouver tout de suite. Après, je reviendrai sur le trade de Paul George. Ouais, mais oui, il y a Chris... parce que les Rockets aussi se sont saignés pour faire partir Chris Paul, quoi. Je vais te retrouver le détail. Ouais, t'inquiète. Bah, en attendant, si tu veux, je peux parler du trade de Paul George. Attends, je laisse si tu veux. Donc, ils ont échangé... Donc, ils ont échangé Russell Westbrook contre Chris Paul et potentiellement 4 premiers tours de draft. Voilà. Donc, 4 premiers tours. 4 premiers tours. C'est fou. Le trade de Paul George, c'est déjà, en fait, c'est facile d'accabler les Clippers, mais j'en remets une couche. En fait, ce trade, je sais que c'est pas tant le sujet là, mais il est nécessaire. En fait, tu sais que tu vas avoir Kawhi Leonard. La condition pour que tu aies Kawhi Leonard, c'est de faire venir Paul George. Kawhi Leonard, il vient d'être champion NBA. Il était en bonne santé. Il a joué, il a gagné, il est le meilleur joueur du monde. Tu te dis, attends, je vais avoir le meilleur joueur du monde et je vais avoir Paul George qui, je répète, sommes en 2019, vient de sortir 3e du vote pour le MVP, 3e du Depoy. Bien sûr que tu envoies 5 pics, même 8 s'il faut. S'ils avaient 8 pics à donner, ils auraient eu donné 8 pics. Bien entendu. Et Shai Gilgeous-Alexander, c'est un rookie à 10 points par match, drafté en 11e position. Comme tu l'as dit, à aucun moment on imagine même qu'il va devenir... Même, tu vois, un multiple All-Star, c'est pas un scénario à ce moment-là, en fait. C'est un bon joueur qui a du potentiel, qui peut devenir peut-être une star, qui a peut-être un peu plus de potentiel que ce qu'on aurait pu croire quand il était à la fac à Kentucky, qui est long, donc il y a quelque chose, mais qui ne shoot pas à 3 points. Même Sam Presti était le premier à le reconnaître, mais jamais on aurait imaginé ça. Bref, tout ça pour dire. Donc le Thunder a eu sa part de chance. Shai Gilgeous-Alexander, aujourd'hui, c'est devenu un MVP. Et le pic de Jalen Williams, c'est fou parce que les Clippers, je pense, ils ratent une année les playoffs et du coup, ils récupèrent. Et c'est un mec qui draft, encore une fois, le génie de Presti. Il est drafté en 11 ou 12, Jalen Williams. Il n'est pas drafté en 5, il n'est pas drafté en 4, 11 ou 12. On devrait refaire cette draft. Je vais aller regarder, tu sais quoi, l'année où il est drafté, Jalen Williams. C'est quoi? C'est quand Banchero est rookie de l'année? C'est cette saison-là? Ouais, c'est ça. C'est 2022. Oui, c'est Banchero, c'est ça, je pense. Donc, donc tu vois, tu prends cette classe de draft. Parce que l'année où Banchero est rookie de l'année, c'est la même année que... c'est la même draft. Ah oui, parce que Chet Holmgren est rookie l'année suivante, pardon, autant pour moi. Bah oui, Holmgren est drafté en 2. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, devant Jalen Williams, il y a un mec comme Keegan Murray, il y a Jaden Ivey, Bénédicte Mathurin. Je te cite des bons joueurs. Shedon Sharpe, Dyson Daniel. Sympa cette draft d'ailleurs avec le recul. Jérémy Sohan, Johnny Davis, Ousmane Dieng est drafté avant Jalen Williams. Les deux ont fini au Thunder, mais Ousmane Dieng est drafté avant Jalen Williams. Mais franchement, là, c'est aujourd'hui Jalen Williams le 2e meilleur joueur de cette draft. Et il est drafté en 12. Belle draft d'ailleurs. Là. Franchement, je suis en train de la revoir sous les yeux. Pour 2022, c'est plutôt solide. Et donc, ouais, du génie. Ouais, coup de génie, coup de bol. En fait, pour Shai, je pense que tu pouvais imaginer un scénario All-Star. Mais entre All-Star et MVP, le gap, il est tellement dingue que ça, c'était pas forcément imaginable. Et ce qui est magnifique, en fait, dans ce coup du Thunder, c'est que non seulement il a su se hisser à ce niveau-là, mais en plus, il a le type de jeu et de personnalité qui permet aussi aux autres de s'exprimer et de prendre leur place. Et c'est ça qui fait que derrière, tu peux être champion aujourd'hui, en fait. Parce que c'est pas pour dire que...
C'est peut-être... Non, parce que je veux dire... Bon, des gens qui ont un niveau de MVP, hein, il y en a déjà pas beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui prend pas tant de place que ça, finalement. T'es dans ton groupe, tu vois, qui laisse la place pour les autres, pour qu'ils puissent se développer. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette équipe a su, une fois que toutes les pièces étaient en place, accéder aussi vite à ce niveau-là, en fait. En 2 ans, où tu vois, franchement, en fin de saison dernière, alors que c'était déjà une surprise, il faut une super belle saison. Et tout de suite, on s'est dit, bah non, maintenant, il faut qu'ils soient ambitieux, il faut qu'ils jouent le titre. Même malgré leur jeunesse, on sentait qu'ils avaient cette capacité à faire le reste du chemin. Et ça, je pense que ça tient autant au niveau de Shai Gilgeous-Alexander qu'à sa personnalité. Bah ouais, non, clairement. De toute façon, on dit l'humain a une part. Des fois, à froid, comme ça, on analyse le basket purement pour le basket, mais l'humain est essentiel dans tout ce qu'on fait. Donc, forcément, la personnalité de Shea, et celle de Tom Green, et celle de Jalen Williams, et celle de Sam Presti, et celle des membres de cette organisation qui est quand même assez spéciale. On parle souvent des Spurs comme une organisation spéciale. Peut-être qu'un jour, peut-être que si... Bon, les Spurs ont Wembanyama, donc j'imagine que ça va perdurer, mais tu vois, peut-être qu'on dira la même chose du Thunder. Ouais, c'est une franchise à part, c'est spécial. Il y aura peut-être un Mook Thunder un jour, qui sait, tu vois. Ouais, mais Ça c'est bon, donne des idées au passage. Sam Presti qui vient de San Antonio, hein, son premier job, il est, Au passage, ouais. il est aux Spurs. Donc, et c'est vrai que tout de suite, il a voulu appliquer ça dans sa manière de gérer la franchise. On voit aussi que quelque part, il y a un scénario où il aurait pu se faire virer après l'explosion de James Harden, où tu vois, les propriétaires auraient pu dire, mais comment on a pu laisser passer un mec comme ça, même si on n'était pas pour payer la luxury tax, notre GM aurait dû nous expliquer quel était le potentiel de ce mec-là et qu'on ne pouvait pas s'en passer. Et au bout du compte, je pense que c'est... De toute façon, si tu as un petit marché, t'as pas le choix, en fait. Il faut que tu sois bien géré. Après, je dis ça, tu vois, non, ça existe aussi. Hein. Je pense aux Pelicans dans le même temps où tu dis c'est un petit marché et tu comprends pas comment c'est géré. Donc, mais en tout cas, a fortiori, si tu veux réussir, tu peux pas réussir en étant un petit marché si t'es pas bien géré et si t'es pas géré, je pense, dans la continuité quand même. Ouais, et puis il faut que tu sois même mieux géré, en fait. Mieux géré. Ouais. Tu as moins de chances, tu as moins d'opportunités. Tu sais, je parlais des superstars. C'est fou le nombre de superstars qui ont porté le maillot d'OKC pour une équipe qui a signé aucune de ces superstars à la free agency, en fait. Alors maintenant, ça se fait plus trop. Peut-être que c'est un monde lointain maintenant, signer une superstar à la free agency. J'ai l'impression que ça se fait plus, que ça se fera peut-être plus pendant un moment. Mais à une époque, c'était comme ça que tu récupérais une superstar autrement que via la draft. Et OKC, il n'y a pas un mec, tu l'as bien dit, Paul George, il n'y a pas OKC dans sa shortlist. Hein. Et il s'est retrouvé là, oui, il a prolongé, tu vois, mais il n'a pas de lui-même, je suis libre, je vais passer des entretiens, où est-ce que je vais aller, tu vois. Donc, ouais, non, ça prouve que l'organisation est bien gérée, a toujours su se trouver les bons joueurs et avec Shai Gilgeous-Alexander, en plus, la bonne personne ou la bonne personnalité pour mener l'équipe au sommet. Et ce qui est extraordinaire finalement dans le sens vraiment extraordinaire dans le cas de cette franchise, c'est que tu te dis, ils sont champions NBA alors que c'était l'une des équipes les plus jeunes à avoir jamais, je crois que c'est la deuxième équipe la plus jeune à avoir jamais été championne NBA de toute l'histoire de la Ligue, et ils sont parfaitement structurés et positionnés pour continuer à être performants sur la suite, parce que tu te dis, tu vois, tu peux raisonnablement te dire, cette équipe a même pas besoin de bouger en fait pour progresser, parce que Chet Holmgren, on voit que le début, Jalen Williams, on voit que le début, Shai Gilgeous-Alexander qui est dans son prime, il a au moins 3-4 ans dans lesquels il devrait rester dans son prime sans qu'il y ait de... sauf blessure catastrophique. Et autour, en fait, t'as pas de joueurs trop vieux ou semi-inutiles qui pompent ta masse salariale, t'as plein de jeunes et t'as un paquet de tours de draft à venir. C'est-à-dire que cette équipe, elle est vraiment au-delà de ce qu'ils ont su faire sur le terrain. La manière dont ils ont su se construire un effectif qui soit performant sur le terrain, ils ont su se structurer en comprenant. Je pense que c'est l'équipe qui a le mieux compris et le plus vite compris ce que le changement de CBA allait poser comme problème et la manière dont il fallait s'organiser pour la suite. Et en fait, je pense que vraiment leur structure, c'est ça. Ils ont leur Big Three et autour, ça va être forcément
une espèce de, comment dire, d'aller et venue, de joueurs de complément qui sont choisis parfaitement pour aller avec leur équipe, qui viendront soit parce que ça sera des joueurs qu'ils ont draftés, donc qui coûtent pas cher parce qu'ils sont sur leur contrat rookie ou sur la première extension, à moins qu'il y en ait qui explosent tout de suite, ou alors des mecs ils vont échanger ces choix de draft ou ces jeunes potentiels contre des vétérans qui seront à des salaires contrôlés. Et je pense qu'effectivement, sur le papier, cette équipe, elle est mieux armée que n'importe laquelle. Je vais pas dire pour répéter, parce qu'on sait à quel point c'est dur de gagner 2 titres de suite, mais pour avoir raisonnablement comme ambition de retourner en finale NBA régulièrement ou à plusieurs reprises dans les 5 ou 6 ans qui viennent, ce qui est dingue en fait dans le climat actuel. Ça te rappelle pas une franchise? Un petit peu. Les Spurs. Trio, d'ailleurs, qui a jamais répété, hein, d'ailleurs. Hein. Pareil, Ouais. tu vois, tu dis pour faire le doublé, finalement, San Antonio avec Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker. En termes de talent, ça n'a rien à envier au Big Three du Thunder. C'est même, je pense, sans doute au-dessus. Et ils n'ont jamais fait le doublé, mais par contre, ils ont gagné 5 bagues, 4 pour ce trio. 4, Ouais. alors sur plusieurs années. Et ils ont été compétitifs sur la fenêtre dont tu parlais de 5-6 ans, entre 2003 et 2000. Et même plus que. C'est plus long. Ils ont même mais su étendre au-delà. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Le Thunder a les armes pour faire éventuellement un doublé, pour revenir en finale, pour peut-être perdre puis revenir compétitif derrière très fort. Avec tout ce que tu as dit, je pense que là-bas, ça sera Chet et Jalen Williams. Et autour, il y aura des role-players qui vont bouger. C'est là où ça demandera encore de faire les bons choix. C'est que c'est ça la difficulté. On l'a vu par exemple avec les Nuggets. Les Nuggets n'avaient pas la même flexibilité, pas autant que le Thunder, n'était pas aussi jeune que le Thunder, mais on se disait aussi, tiens, il y a un trio très talentueux. En fait, tu te rends compte que dès que tu changes les role-players, non, il faut que tu aies le bon role-player qui arrive derrière pour vraiment maintenir au niveau. Et je pense comme toi qu'OKC est l'équipe la mieux armée pour faire ça, pour continuellement aller via un trade, via un pic, via un trade d'un pic, trouver avoir à la flexibilité et en plus l'équipe de managers en place pour aller constamment chercher les bons joueurs qui vont entourer les 3 stars et se maintenir du coup compétitif. Ouais, tu as dit 5-6 ans, on peut même étendre un peu plus, hein. Peut-être même 8-9. Alors je te dis pas, peut-être qu'ils gagneront que 3 bagues sur ces 8-9 ans, tu vois. Mais c'est immense à notre époque, en fait, 3 bagues. Ah mais complètement. En fait, là, c'est intéressant que tu parles des Nuggets, parce que j'ai l'impression que la différence finalement avec Denver, c'est que les Nuggets ont dû payer sur le potentiel de leurs joueurs. C'est-à-dire qu'ils ont dû donner à Michael Porter Jr. un gros contrat avant qu'il le mérite sur le terrain. Ils ont dû donner à Jamal Murray une extension de contrat énorme avant vraiment que même qu'il soit champion et qu'il la mérite sur le terrain. Alors que le Thunder, en fait, a pu faire l'inverse. Ils ont pu voir déjà leurs joueurs mériter leur futur salaire parce qu'ils sont champions NBA. Et maintenant, ils vont pouvoir justement s'adapter en fonction. Parce que si tu prends le même scénario, alors pour Jamal Murray, je pense qu'il aurait quand même eu son contrat, mais Michael Porter Jr., c'est sûr et certain en fait qu'il lui aurait pas donné autant d'argent en fait s'ils avaient été une boule de cristal pour voir le joueur qu'allait devenir Michael Porter Jr. Et ça, c'est ça le luxe énorme qu'a cette équipe du Thunder. Il faut dire aussi que l'été dernier, c'était une masterclass. En fait, les 2 moves qu'ils font l'été dernier, faire venir Hartenstein et Caruso, c'est aussi ce qui leur permet d'être champion NBA aujourd'hui. Complètement. Et tu parlais du CBA, c'est une équipe qui commence son règne sans être dans la luxury tax, sans être dans le deuxième apron. On sait que tout ça, ça pénalise à fond. Voilà, ils y sont même pas. Alors, il y aura des extensions à donner là à Jalen Williams. Il va en prendre une. Chet Holmgren aussi. C'est maintenant là pour eux cet été. Ils vont chacun prendre une extension au max. Ça va commencer à arriver la luxury tax et les dollars qui s'accumulent. Mais comme tu l'as dit, ils sont déjà au sommet. Au moment où ça commence, c'est pas du tout la même chose et ils ont tellement de flexibilité avec ce dont tu parlais, les pics, ils ont plein de jeunes joueurs en fait qui aujourd'hui, toi il y a des gars, je parlais d'Ousmane Dieng 11e choix, au final Ousmane Dieng on n'a jamais pu le voir parce que le Thunder, le processus a été accéléré. Il y a des gars, je sais pas si Ousmane Dieng a vraiment de la valeur marchande aujourd'hui, je pense pas, mais toi il y a peut-être qu'un Topic, s'ils savent pas comment l'utiliser ou s'il y a pas de rôle pour lui, ça peut être un atout pour un trade. Les nombreux pics, ça peut être quand des fois tu as besoin de te débarrasser un peu d'un gros contrat. Imaginons que celui d'Hartenstein, à un moment ils se disent bon ça pèse trop lourd, on peut plus. On a du mal au-delà de son talent, tu ajoutes un pic, tu as tellement de possibilités pour le Thunder, c'est infini presque aujourd'hui le nombre de possibilités qu'a OKC. Et tout ça, c'est grâce à Presti. Et ce qui est marrant, c'est que là, on va plus leur faire de cadeaux, tu vois.
Il ne va plus y avoir de cadeau pour le Thunder. Mais c'est trop tard. Le trésor de guerre, il est déjà là. Le titre, il est déjà gagné. Les joueurs, ils sont déjà draftés. Oui, exactement. Et de toute façon, là, c'est parti pour qu'il n'ait sous contrat long terme que des joueurs, que leur Big Three, en fait. Parce que tu vois, tu parles de Hartenstein. En fait, il lui reste 2 ans de contrat. Il a l'année prochaine qui est garantie. Et l'année d'après, c'est une team option. C'est partiellement garanti, ouais. Donc tu es déjà très bien armé. Même chose pour Lou Gendors. Lou Dort, il est sous contrat pour la saison prochaine, mais après, pareil, c'est une team option. Quand tu regardes, tu prends le détail des contrats des joueurs d'OKC, il n'y a pas une espèce de... Il y en a pas un où tu dis, mais c'est une espèce d'albatros qui va nous plomber à un moment ou à un autre. Tu n'as pas le contrat où tu dis, bon, aujourd'hui, ça vaut le coup, mais à un moment, on va le payer. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Bah ouais, clairement, ils ont même en plus, ils ont plein de contrats que tu peux bouger facilement. Tu sais, les Isaiah Joe, les Aaron Wiggins, c'est des mecs, les Jalen Williams, des joueurs importants qui vont toucher entre 8 et 12 millions de dollars que tu peux aller refourguer si à un moment vraiment tu as besoin de récupérer de la masse sous le cap. C'est ce que tu as dit. Il n'y a pas un contrat pourri. C'est des masterclass sur masterclass, quoi. Ouais, c'est vraiment. Et puis, je reviens un petit peu à la personnalité de Shai Gilgeous-Alexander. Tu sais, souvent on dit il faut que les stars soient alignés sur la même timeline, en fait. C'est souvent quelque chose qui revient, ouais, mais là ils sont pas sur le... Alors je comprends la logique, mais parfois ça peut aussi être contre-productif dans le sens où tu vois, par exemple, même pour Jason Tatum et Jaylen Brown, qui manifestement s'entendent suffisamment bien pour être champions NBA ensemble et qui n'ait jamais eu une quote que tu puisses soulever de l'un ou de l'autre, où tu dis j'ai l'impression qu'il met une taille à son pote, où finalement les médias vont toujours dire ouais mais c'est l'équipe de qui ? Là, finalement, la question ne se pose pas, en fait. Tu sais que c'est l'équipe de Shai, et tu sais aussi qu'il y a un moment, dans le scénario idéal pour le Thunder, et tout à l'heure, tu parlais des Spurs, c'est un bon exemple, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'était l'équipe de Duncan, mais à un moment, ça ne voulait pas dire que c'était le meilleur joueur, en fait. Et même le titre qu'ils vont gagner en 2014, c'est parce qu'ils ont la chance d'avoir, à ce moment-là, Kawhi Leonard, qui, en finale, est MVP des finales, et qui porte un peu le trio qui est sur... Alors, Tony Parker est encore à un très bon niveau, Duncan est... à un niveau défensif qu'on sous-estime, je pense, à ce moment-là. C'est quand même lui qui tient la défense de cette équipe des Spurs. Et Manu est quand même bien sur le déclin. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu te dis, là, il y a 2-3 saisons, en fait, ça permet à Jalen Williams, à Chet Holmgren de se développer. Et scénario idéal pour le Thunder, c'est qu'à un moment, c'est eux qui portent l'équipe. Et Shai, il a plus qu'à faire... Enfin, tu vois, il peut prendre un pas de recul et permettre à l'équipe de continuer à être performante. Ça sera peut-être notamment d'ailleurs le moment où OKC n'arrivera plus à aller au bout. Peut-être que potentiellement, c'est parce qu'on sait que pour aller au bout, il te faut une individualité exceptionnelle, même au sein de n'importe quel collectif. Il y a toujours des contre-exemples. Tu vois, les Pacers ne sont pas passés loin d'ailleurs d'être le nouveau contre-exemple de la décennie. Mais est-ce que Jalen Williams ou Chet Holmgren, il y en a un d'entre eux qui sera capable de créer les mêmes différences en étant la première option absolue? C'est pas sûr. Mais bon, ça, c'est lointain. Tu as raison, c'est intéressant ce que tu dis sur les timelines. Après, je pense que là, quand c'est vraiment problématique sur les timelines, c'est quand c'est 22 ans avec 30 ans, quoi. Ouais, ça aurait été Kevin Durant aux Spurs, quoi. Ouais. Tu sais, même Giannis ou Mbanyama, moi, je trouve ça dingue, hein, mais tu peux te poser la question, tu vois. Là, Shai, il a 4 ans de plus que les mecs, tu vois. Il n'est pas sur la même timeline, pas tout à fait. Elles sont légèrement décalées, mais là, oui, ça devient un avantage parce que quand lui rentre dans son prime, les autres, ils ne sont pas encore. Et justement, tu dis, ils sont déjà champions à ce moment-là. Et il y a aussi, surtout, en fait, il y a un moment là, peut-être dans 3 ans, si tout va bien, hein, il y a un scénario où Shai, il est au meilleur de lui-même et Jalen Williams et Chet Holmgren, ils commencent leur prime de star. Et là, cette équipe du Thunder, peut-être qu'elle peut être ahurissante, en fait, quels que soient les mecs autour, tu vois. Peuvent d'un coup être à la place d'avoir une rotation à 10, peut-être qu'ils auront une rotation qu'à 7, mais les 3 sur les 7, ils sont tellement forts que tu peux rien faire, tu vois. Mais, ouais. C'est beau. Puis, quelque part, ils sont pas sur la même timeline, mais je pense qu'il y a des affinités de génération, c'est pas tout à fait la même génération. Mais il y a une forme de jeunesse, tu sens qu'il y a des atomes crochus en fait entre ces mecs-là et qu'ils ont l'air de vraiment bien s'entendre. Je suis totalement d'accord et pour le coup, c'était peut-être un gimmick, mais tu vois ce truc-là de fin des matchs avec le journaliste télé là, qui venait poser les questions et tous les mecs qui restent autour. Ouais. Tu sais, Shai qui parle et il y a toute l'équipe autour et les mecs qui passent un t-shirt, qui mettent une serviette sur la tête du commentateur. J'ai oublié son nom, je m'en excuse, hein, notre collègue journaliste là, qui pose les questions. Mais ça faisait pas fin en fait. Tu vois, ça faisait vraiment truc authentique, truc
réel et ça, je pense que c'est hyper bénéfique pour la suite. Et pour Chet et pour Jalen Williams, moi, je suis hyper enthousiaste, en fait, parce qu'on... Tu vois, pendant ces finales NBA, Jalen Williams, le match où il met 40 points, là, tu dis, tu mets 40 points, ou 38 ou 40, je sais plus si c'est 38 ou 40. Je sais qu'il met une énorme pilule, là. Tu dis, ah ouais, mais donc à cet âge-là, il est capable de sortir un match comme ça en finale NBA. Donc, alors, je dis pas que ça va être son niveau en permanence, mais tu dis, si t'es déjà capable de faire ça, sans pour autant phagocyter le reste du jeu, tu vois, en plus, ça va avec une victoire. C'est pas juste dans le vide. C'est hyper intéressant. Et Chet, je pense que défensivement, on voit déjà l'impact énorme qu'il a. Et offensivement, je pense qu'on voit vraiment que le début. Moi, je suis hyper optimiste pour le développement offensif de Chet Holmgren, sachant que je pense aussi que Marc Daigneault, qui a déjà été coach de l'année, il s'est un peu fait out-coacher quand même dans ses finales NBA. Ou du moins, il a appris un peu à la dure ce que c'était face à un mec aussi. Et il n'y a rien de honteux. Hein. Quand je dis ça, c'est vraiment pas une critique. C'est rien de honteux. Ce qu'a fait Rick Carlisle pendant ses playoffs, c'est remarquable. C'est extraordinaire. Le mec qui coach depuis 30 piges. Il n'y a rien de honteux dans ce que je dis au sujet de Marc Daigneault. Au contraire, je pense que c'est plutôt positif. Je pense que lui aussi, il va énormément apprendre de toute cette saison, de ces finales NBA. Et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Sur le papier, je vois... Encore une fois, blessure mise à part, on touche du bois, parce que c'est quand même ce qu'il y a de pire de voir des joueurs se blesser. Mais tu te dis, juste en progression interne, il y a une marge qui est énorme, en fait, j'ai l'impression. Bah ouais, c'est une équipe qui n'a pas besoin de se renforcer. Après un titre, souvent, tu as besoin de te renforcer, tu vois. De refaire venir un mec, de rajouter à ta rotation, de redonner un gars qui a faim. Eux, la progression interne devrait te permettre d'être la meilleure équipe de la ligue. Ça ne veut pas dire que le Thunder gagnera l'an prochain, en fait. Tu vois, c'est pas aussi automatique. On a vu, il y a de la fatigue. C'est une équipe qui a quelques lacunes, mais qui n'en a pas beaucoup en plus, d'ailleurs. Qui n'en a pas beaucoup et qui, par sa progression interne, peut gommer ses lacunes et devenir une équipe vraiment complète avec du basket total, quoi. Mais ouais, c'est flippant. Et bien sûr, Daigneault aussi peut progresser. C'est complet, quoi. Tu sais, il y a des... Je parlais de Topic tout à l'heure. Va savoir ce que Topic va donner. Il y a même des gars... Tu vois, Cason Wallace, il est sophomore. C'est ce que j'allais dire, ouais. Lui aussi, il est bon, en fait, en playoff. Il est bon dans des moments importants. Des gars comme ça, AJ Mitchell, le rookie de l'an dernier, il n'a pas beaucoup joué, mais il est champion NBA et puis il a pu jouer un petit peu. Et pareil, tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Il y a des gars... non, il y a même les Wiggins et Joe, ils sont pas vieux, quoi. L'autre Jalen Williams, tous ces gars-là, c'est des gars qui peuvent encore progresser. Wiggins, bon, après, j'imagine que lui, il sera peut-être amené à un moment à jouer ailleurs, mais non, il y a énormément de talent et il y a une grosse marge de progression encore. Et celle de Chet, je te rejoins complètement, pardon, sur Chet. Hein. Chet, tu te dis, c'est step by step. Mais justement, en fait, c'est parfait, c'est qu'il a pas besoin d'en faire trop, tu vois. Chet, par exemple, il serait retrouvé comme Wembanyama. Ça aurait été plus compliqué, je pense. Je pense que ça aurait été plus compliqué. Il aurait été bon, hein. Il aurait été bon. Mais du coup, à la place de voir ses qualités, on aurait vu ce qu'il ne sait pas encore faire. Alors que là, OKC, comme il n'a pas besoin, bien sûr, des fois, on va pointer du doigt, il faudra qu'il fasse ça, ou va falloir qu'il soit bon là-dessus. On le pointe du doigt plutôt en mode facteur X, tu vois. Mais on n'est pas en mode il manque ça. C'est pas, tu vois, c'est pas présenté de la même manière. Et c'est parfait pour lui. Et chaque année, il va peut-être revenir un peu plus fort en attaque jusqu'au jour où Chet, un jour, sera peut-être un joueur en 20 points, 10 rebonds et 4 contre, et peut-être un jour un peu plus que 20 points, etc., quoi. Ce que j'aime beaucoup avec Chet, honnêtement, c'est que Enfin, quand tu vois, il a été choisi en 2, hein, c'est bien ça, je me trompe pas, c'est un numéro 2 de draft, en fait. Il se retrouve dans une équipe qui devient vite compétitive, donc il n'a pas la place pour développer son jeu. On lui donne pas la balle 25 fois par match en disant bah vas-y, crée, apprends, montre-nous ce que tu sais faire en attaque. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé en playoff, c'est que il a le mental pour rester dans son rôle, et les matchs où il n'a pas été bon en attaque, il a toujours trouvé d'autres moyens, finalement, de mériter sa place sur le terrain. Et ça, je pense que c'est pas si fréquent, en fait, pour des mecs qui ont été draftés aussi haut, qui ont toujours été la star de leurs équipes jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce niveau-là, d'arriver à trouver tu vois, les ressources,
c'est hyper humain en fait, tu vois, de dire mon shoot il rentre pas, de baisser un peu la tête, baisser les bras, tu vois, mais de toute façon le jeu il est pas fait pour moi, il y en a que pour Shea et que pour Jalen Williams. C'est un joueur tout jeune en fait, et moi ce tempérament c'est ce qui me donne le plus d'optimisme pour ce qu'il peut faire par la suite. Je pense que c'est quelqu'un qui arrivera... Enfin, si je devais mettre une pièce aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui arrivera à se développer sans que ça coûte à son équipe. Parce que parfois, en fait, tu as le côté où il y a des joueurs... À l'inverse d'Harden. Pardon, Ouais. je te coupe 2 secondes. Non, vas-y, désolé. Mais voilà, j'allais te lancer sur ça. En fait, l'inverse de la question sur James Harden en 2012, du coup. Ouais. Tu vois, là, on ne sait pas. On a un vrai truc de se dire, est-ce qu'il aurait pu faire pareil? Pardon, Théo, je t'ai coupé. Non, mais c'est un excellent exemple parce que je cherchais des exemples, tu vois, de tête. Alors, c'est pas comparable, mais tu vois, quand je vois finalement au bout d'un moment, ce que Kobe a fait quand il a poussé quand même Shaq à être tradé et qu'il est passé, les Lakers sont passés par des années compliquées. Après, il disait, ouais, le pire, c'était quand je jouais avec Smush Parker et compagnie, mais c'est parce qu'il l'a bien voulu finalement qu'il s'est retrouvé dans ces effectifs-là à un moment. Kobe, tu vois, il a quand même il a choisi, il a eu besoin de ça pour faire ses matchs à 80 points, être meilleur marqueur de la ligue, et puis après il en est revenu et il était champion NBA à nouveau avec Pau Gasol. Ce que je veux dire, c'est que, alors je pense pas que je prête pas à Chet le même potentiel ou la même carrière que Kobe, mais j'ai l'impression qu'il a cette intelligence de compétiteur et qui va lui permettre de se développer. Et je pense qu'au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de choses dans son jeu. Tu vois, encore une fois, il est tout jeune, il découvre un petit peu. Je me dis, tu vois, quand je le voyais en playoff, je me disais, il faudrait s'il pouvait passer un été avec Dirk Nowitzki, tu vois, pour que Dirk commence à lui montrer les choses que Dirk a ajoutées à son jeu plus sur le tard, là. Tu vois, du jeu au niveau pas tout à fait au poste bas, tu vois, au mid-post, etc., de jouer de l'elbow, etc., parce qu'il a vraiment tous les atouts pour être une terreur de là. T'imagines s'il développe un jeu au niveau de l'elbow à un moment où il y aura moins besoin d'espace, parce que là aussi, c'est ça, en fait. Il a les spots qu'il a parce que le jeu est tourné vers Shai Gilgeous-Alexander. Et là, c'est là qu'il joue, Shai. Il joue à cet endroit-là, en fait. Mais tu dis, avec les années, si Shai devient plus un facilitateur qu'un scoreur et que tu libères cet espace pour Chet, c'est parfait, quoi. Clairement. Ouais, de toute façon, le futur est excitant pour le Thunder. Et Sam Presti est dans une position, enfin, Presti, la franchise, tu vois, tu dois être excité. Tu te dis, tu as déjà gagné, mais tu as encore plein de challenges, en fait, devant toi, tu vois. Il y a cette espèce de mix qui est rare, qui est quasiment, pas unique, mais qui est rare, tu vois, d'être dans cette position, quoique peut-être même unique. Peut-être qu'on n'a jamais vu un champion, en tout cas dans ces dernières années, qui est vraiment dans la position du Thunder avec autant de décisions à prendre, tu vois, l'excitation de la décision de faire les bons choix et en même temps de se dire, mais on est déjà, ne serait-ce qu'en position de pouvoir les faire, tu vois. Il y a plein de franchises qui sont même pas dans ce luxe-là de se dire, tiens, est-ce qu'on va avoir le choix? Il y a des franchises aujourd'hui qui coupent des joueurs qui payent 20 millions sur 5 ans parce qu'ils se disent, on n'a plus le choix. Donc, quand tu es le Thunder, tu dis, c'est excitant de se dire, tiens, qu'est-ce que va être Holmgren? Souvent, la jeunesse, notamment à travers l'œil des fans, et je pense que les GM, même s'ils sont évidemment bien mieux renseignés, bien plus de données, ont aussi un œil de fan par moment, et la jeunesse peut intriguer. Tu sais, toujours la jeunesse, c'est on imagine l'évolution, tu vois. On imagine l'évolution et ça fait rêver, ça fait fantasmer, et souvent au final on se plante, souvent l'évolution elle n'est pas aussi belle que ce qu'on imagine, tu vois. Là, le Thunder, ils sont à la fois dans la position du champion, tout en ayant encore cette excitation de qu'est-ce que va donner machin ou machin. C'est quasiment du jamais vu. Normalement, tu es soit une équipe qui est championne et tu es en mode excité à l'idée de défendre ton titre, soit tu es une équipe qui est en reconstruction et tu es excité à l'idée de te dire qu'est-ce que va donner ma jeune fanbase. J'ai un pote fan du Thunder, rien que je crois que ce matin, il m'envoie un message sur je me demande ce que Topic ça va être. Tu vois, il y a à la fois ce truc de on est fan du Thunder, tu es en train de vibrer pour le titre et pour le doubler et tu te demandes ce que va devenir tel joueur, c'est fou. Mais complètement, et je pense que tu as raison, et je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut que le Thunder envisage les choses pour avoir une chance peut-être de répéter et de gagner d'autres titres. Parce que maintenant, si on veut regarder un petit peu les choses sur lesquelles il va falloir qu'OKC progresse, je pense que c'est vraiment en attaque, globalement, parce que ils ont bâti leur succès sur une défense incroyable, une défense historique même. Une fois que tu as gagné, je suis pas sûr que ça soit aussi simple que ça de te dire notre défense, on va faire la même chose l'an prochain
et pendant 82 matchs de saison régulière, on va défendre comme des chiens. Et quand on sera en finale, quand on sera en play-off, eh ben on aura toujours cette capacité à défendre comme des chiens et à être, à être aussi fort que ce qu'ils ont été par moment. Et donc je pense que, sachant ça, il y a vraiment la nécessité qu'OKC progresse offensivement. Un petit peu ce qu'on pouvait dire pour Orlando, alors qu'il n'est pas au même stade que le Thunder, tu vois. Et pas tout à fait pour les mêmes raisons non plus. Mais pour le Thunder, je pense vraiment qu'il y a... Ce qui est dangereux parfois, c'est quand même la satisfaction. Alors, ils sont suffisamment jeunes pour en vouloir encore plus, mais ils sont aussi suffisamment jeunes pour penser que c'est facile, quoi. Et que tu pourras toujours t'en sortir en se mettant à un moment à dire, comme le match, je sais plus de combien ils sont revenus face aux Grizzlies au premier tour, là, où ils sont menés de, je sais pas, 70 points, j'exagère, hein, bien sûr, et où ils reviennent en défendant comme des tarés. Ça sera pas toujours possible. Et donc, je pense que les joueurs, eux, ils vont bosser l'été, comme ils le font tous, sachant que Jalen Williams est blessé quand même. Lui, il pourra pas tant s'entraîner que ça cet été. Mais là, je pense que si t'es Marc Daigneault, si t'es le staff, faut vraiment que tu te poses des questions, que tu revoies ces playoffs, notamment ces finales NBA, les moments où ton attaque, elle était trop statique, où il se passe plus grand-chose, où tout le monde regarde cher en étant statique. Et il y a la nécessité de progresser de ce côté-ci, je pense. Bah, c'est une clé, hein. C'est une clé pour l'an prochain. C'est une clé pour l'an prochain, pour la suite. Tu sais, ils ont passé l'adversité du... Est-ce qu'on connaît la recette pour gagner? Il y a eu des moments contre les Nuggets, tu vois, ça aurait pu basculer en faveur de Denver parce que OKC n'avait pas encore ce truc. Tu sais, il y avait des hésitations. Des hésitations parce que tu n'es pas encore le champion. Parce que tu n'es pas encore le champion et tu n'as pas encore cette confiance, cette assurance totale. Et puis, une fois qu'ils ont débloqué ça et que Denver est passé, il y a un truc. Alors, ouais, ils gagnent en 7 manches, pardon. Tu vois, ça aurait pu aussi basculer du côté d'Indiana. Et il faut le rappeler, hein, ils gagnent en 7 manches contre une équipe des Pacers qui est inattendue, tu vois. Et qui a plus son meilleur joueur pour le Game 7. En plus, ouais. Donc tu vois, mais maintenant, il y aura l'an prochain cette assurance du champion. Et pour débloquer un nouveau cap à un moment, au-delà de tout ce qu'on a dit, hein, il y a un moment où il faudra reperdre. Et parce que quand tu repères, c'est ok, re-affronter l'adversité de on a échoué, comment on revient au sommet. Mais en attendant, avant d'évoquer une future défaite, qu'elle soit l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, on va savoir. Je suis d'accord avec toi, il va falloir l'attaque. Je suis pas sûr que tu es toujours aussi fin en défense après un titre. Ou en tout cas, c'est pas sûr que tout le monde est aussi fin. Peut-être qu'il y en a un ou deux, tu vois, qui ont toujours la dalle mais c'est pas dit que tout l'effectif soit toujours aussi actif et pour défendre aussi fort, ça passe aussi par à chaque fois tout le monde qui défend comme des morts de faim. Et l'attaque, oui, va être une clé. Hein. Et puis surtout, quand tu es champion, oui, il y a la progression interne, mais les autres équipes, elles se renforcent aussi. Tu vois. Les Nuggets, finalement, ils perdent dans 7 manches. Ils peuvent vraiment prendre cette série. Leur équipe, pour moi, l'équipe des Nuggets, là, l'an prochain, si ça se goupille bien, elle est bien plus forte que l'équipe des Nuggets de cette année qui a perdu en 7 manches contre OKC. Tu vois. On pourrait parler des Lakers, on peut parler de plein d'équipes, on pourra parler peut-être un jour des Celtics. Peut-être que dans 3 ans, des Rockets, évidemment, les Rockets, Boston, même je vais revenir sur Boston, parce que comme ils jouent Indiana en finale, Boston, dans 3 ans, alors on ne sait pas, ça fait beaucoup d'incertitudes, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi va ressembler les Celtics dans 3 ans. Mais ils auront encore Tatum et Jalen Brown, a priori, au sommet de leur art, tu vois, encore dans leur prime, avec peut-être Derrick White, avec du talent aussi, c'est aussi une franchise bien gérée. Bah, va savoir, tu vois, il y a de la concurrence qui peut être de plus en plus forte. Donc oui, je pense que l'attaque, c'est primordial. Ça passe par Chet, ça passe par des nouveaux schémas, ça passe par des joueurs continuellement plus adroits, etc., etc. Mais tu as tout à fait raison, parce que non seulement les autres équipes, elles se renforcent, mais en plus, les meilleures d'entre elles, elles se renforcent dans l'idée de savoir si elles peuvent te battre, en fait. Elles se renforcent spécifiquement en disant est-ce qu'on peut battre le Thunder, et si oui, comment on va s'y prendre. Et c'est assez marrant, finalement, de voir cette espèce de retour vers les double big, en fait. Parce qu'il y a plusieurs équipes maintenant qu'on a, alors que ça se voyait plus du tout. Tu vois, Houston, ils en ont 2, ils en ont même 3 avec Capella s'ils veulent. T'as les Nuggets, au-delà du fait que signer Valanciunas leur permet, ou devrait leur permettre de mieux gérer les minutes sans Nikola Jokic. C'est aussi quelque chose où tu dis, bon, bah, si on a besoin de 3 minutes où on contrôle complètement le rebond offensif ou le rebond tout court, et puis bah, c'est nos 2 bigs finalement, Valanciunas et Jokic, même si je pense pas qu'ils soient hyper complémentaires, ils peuvent donner du spacing l'un à l'autre en fait. Tu me dis, si c'est sur 2 minutes et que ça se joue notre saison, on peut le faire. Il y a plusieurs équipes en fait qui vont voilà,
avancer cet été ou dans la saison en se disant est-ce que notre équipe elle est capable de battre OKC et si oui, comment ils prendraient? Et les autres coachs, en fait, les meilleurs d'entre eux, ils auront 1 an en fait pour avoir un plan de jeu dans leur poche en se disant si on joue au Kessie, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Et c'est pour ça que tu peux pas t'endormir sur tes lauriers quand tu arrives à ce... C'est un petit peu un cliché de dire le plus dur c'est pas de gagner, c'est de... Enfin, le plus dur c'est pas d'accéder au trône, c'est d'y rester. C'est pas d'arriver. Voilà, exactement. Mais là, le Thunder, ils vont découvrir ça très vite. Ils vont avoir une cible dans le dos aux 82 matchs de l'année, quoi. Bah, l'équipe des Rockets, elle est clairement construite pour jouer le Thunder. Tu as parlé des 2 bigs, mais les 2 bigs, c'est à la marge. Ça va pas jouer beaucoup. En fait, je pense que la plupart des équipes, elles vont aussi se former des équipes, des line-up où tu peux switcher dans tous les sens de la même manière qu'OKC. Et Houston a ça. C'est-à-dire non seulement il y a les 2 bigs, parce qu'on a vu qu'Adams et Şengün, ça a bien marché, et je pense qu'on les reverra par séquence. Et il y a surtout, en plus, ils ont aussi pris les Dorian Finney-Smith, etc. C'est clairement dans l'optique de se dire, quelle que soit la configuration, 2 bigs, 1 big, 0 big, ce que vous voulez, on va pouvoir à chaque fois répondre avec nous aussi des qualités athlétiques, avec nous aussi du talent. Je pense qu'OKC a une marge, mais ça revient à ce que tu as dit. Les autres équipes, elles ont une cible, elles ont une équipe à atteindre, du coup une équipe à battre, un plan de jeu à fonctionner pour telle équipe. Le Thunder, ils doivent se baser sur eux-mêmes. On doit progresser à partir de nous-mêmes. Et c'est plus compliqué, en fait. C'est toujours plus facile de faire un truc contre. C'est la même chose en politique. C'est toujours plus facile d'être contre des choses que de proposer des solutions ou d'apporter ou d'être pour quelque chose, quoi. Donc ça sur la capacité à trouver des schémas, quoi. Ouais, je te rejoins. Je parlais des double bigs parce qu'en fait, tu disais, c'est une spécificité en fait. Tu vois, c'est la carte maîtresse ou le truc où on peut se servir si on en a besoin. Et en fait, je trouve ça intéressant de voir que d'autres équipes et c'est pas les équipes qui sont en bas de l'échelle en fait, c'est les équipes qui sont ambitieuses. Elles ont aussi cette carte en poche même, à un moment ou à un autre. Même New York, on a vu sur des petites séquences, ils ont fait jouer Mitchell avec 4. Et ils ont pris d'ailleurs, c'était... Ouais. Pardon, absolument. Vas-y. Ouais, non, t'as raison. Ouais, t'as raison. Donc, c'est pour dire que voilà, je vais pas dire que le plus dur commence pour OKC, mais des challenges, il y en a. Mais je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas eu une équipe récemment ou même peut-être jamais, en fait, qui était aussi bien armée pour voir venir la suite. Et on en revient à la jeunesse incroyable de cet effectif. Et tu vois, dans cette finale NBA qui va en 7 manches, d'abord, il faut rendre hommage à cette équipe des Pacers qui a été incroyable, encore une fois. Il y a aussi des choses, tu sens que ça vient de la jeunesse du groupe et aussi du coach, hein, je te le disais, en parlant entre nous, Antoine. Je pense que s'il refait la finale NBA, Marc Daigneault, moi, je mets ma main à couper qui commence avec ces 2 grands, en fait, sur les 2 premiers matchs, et il ne change pas son 5 au moment de commencer une finale NBA. Je pense qu'il s'est un petit peu, peut-être, out-coaché tout seul, à se poser trop de questions et à faire le premier mouvement avant de voir si vraiment il y en avait besoin. Et ça, c'est quelque chose de positif, parce que je pense que le coup près est passé suffisamment près pour qu'ils soient quand même... Ils aient besoin de se poser ces questions-là. C'est simple, hein, c'est la 2e équipe championne la plus jeune de l'histoire. La seule équipe qui a gagné avec une moyenne d'âge plus basse, c'est les Blazers de 77 avec Bill Walton. Sauf que Bill Walton, en fait, il se blesse 1 an après, je crois. Un an et demi après, quelque chose comme ça, il se blesse gravement. Donc, à partir de là, forcément, tu n'es plus sur la même trajectoire pour Portland. Mais OKC, s'il n'y a pas de grave blessure, tu te dis ça peut être une équipe qui s'inscrit réellement dans la durée, quoi. Ouais, c'est clair. Écoute, de toute façon, je pense qu'ils vont commencer la saison en étant les grands favoris pour succéder à eux-mêmes. On a vu aussi quand même la difficulté, hein, ces saisons, elles sont longues, elles sont éprouvantes pour les joueurs. On espère en tout cas que toutes les équipes arriveront au meilleur de leur forme durant les prochains playoffs. Mais cette équipe du Thunder, quoi qu'il arrive, elle a quand même réussi quelque chose d'incroyable. On peut peut-être limite boucler la boucle sur ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, avoir fait... Tu vois, après l'échec de 2012, le fait que l'équipe explose, j'aurais pas parié sur le fait que cette équipe arrive si rapidement. Alors, ça a pris 13 ans, hein, quand même. C'est long et en même temps, ça semble rapide à se reconstruire, retourner en finale NBA, gagner le titre et aussi être si bien armé pour gérer la suite. C'est quand même une performance assez incroyable. Bravo Sam Presti, bravo les fans du Thunder. Un petit peu triste quand même pour les fans du Thunder, ils n'ont Sonics. pas fait grand-chose dans l'affaire, hein. Pardon. Si, il y avait du bruit, la salle était assourdissante, mais bravo eux. Oh, pardon.
Pardon, tu disais t'étais triste pour les ils fans habitent des à Sonics. Oklahoma City déjà. Bon, bravo à eux, quoi. Ça va pas être facile tous les jours. Donc, bravo. C'est bien, le podcast se termine aussi bien qu'est-ce qu'il a commencé. C'est ça, on a dit qu'on bouclait la boucle, Antoine. Donc, non, un peu triste quand même pour les fans de Seattle qui doivent avoir à descendre. Oh, putain. Ouais. Quelle arnaque. Ça aurait pu être. Bah ouais, c'est vrai. Tout ça, ça aurait pu être sous leur maillot. Ouais, maillot ultra classe. Hein. Moi, je continue d'adorer les couleurs et le. Plus joli que celui du Thunder, ça c'est sûr et certain. Ouais, moi aussi, ouais. Ils vont en vendre plein quand les Sonics vont revenir. Voilà, peut-être qu'on pourra faire un podcast sur les Sonics dans 2 ans, 1 an, qui sait. Ça devrait pas tarder. Ouais, qui sait. Enfin voilà ce qu'on avait à dire du Thunder. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous pensez de cette équipe, de la suite. Limite, on aurait pu se faire, on se fera peut-être, on devrait refaire ça. On en avait fait un sur... On va tout vous dire, on en avait enregistré un sur l'histoire des Spurs dont on était super fiers avant que je m'en rende compte que les micros n'avaient pas fonctionné, donc ça avait servi absolument à rien. Mais on refera comme ça des podcasts intemporels sur l'histoire de certaines franchises, parce que pour les Sonics, il y a plein de super joueurs qui sont passés. C'est une franchise qui a eu une histoire assez riche, donc on pourra se faire ça un de ces 4, Antoine. Ah ouais, avec plaisir. Moi, c'est une franchise que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas. On a parlé du Thunder, on peut enchaîner avec leurs ancêtres. Allez, on prend rendez-vous. D'ici là, on vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau CQFR. Si vous cherchez les dernières infos sur ce qui se passe en NBA, c'est sur basketsession.com. 24 h sur 24 ou pas loin, 7 jours sur 7, ça c'est sûr. On vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao, ciao. The game is out there. And it's either play or get played.